Le problème avec l'Europe maastrichtienne, c'est que finalement c'est un syndic de copropriétaires. Et avec les syndics de copropriétaires, on a juste envie de ne pas faire de dépenses, de gagner de l'argent, de faire des bénéfices. Et on n'a pas forcément le souci de l'intérêt général ou du bien public. Donc on voit bien que l'Europe de Maastricht, depuis qu'elle existe, n'a pas d'existence, n'a pas d'épaisseur, je dirais, politique. Juste une épaisseur financière. On fabrique une monnaie unique et on a l'impression que la monnaie unique suffira pour fabriquer une civilisation. On fabrique une civilisation et éventuellement ensuite on fabrique une monnaie, mais ce n'est pas une monnaie qui permet de fabriquer une civilisation. Donc on a des individualités subjectives avec des rapports de force. On a une Allemagne très franco-allemande et d'ailleurs plutôt germano-française. Et ça ne ressemble pas vraiment à ce que pourrait être une Europe équilibrée, une Europe républicaine, une Europe sociale. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui existe actuellement. On a une Europe qui n'a ni queue ni tête, si ce n'est permettre le grand marché européen. En face de cette impéritie historique, qui est l'Europe maastrichtienne, de cette erreur historique, de cette négation de l'histoire de cette Europe, il y a des gens qui refont de l'histoire, qui font de l'histoire à nouveau. Il s'agit de Poutine, par exemple, pour la Russie, il s'agit d'Erdogan pour la Turquie, il s'agit de la Chine, bien sûr, qui continue à en faire, il n'a jamais cessé d'en faire, et d'un certain nombre d'autres pays, les États-Unis, par exemple. Je pense qu'on est très injuste avec Trump et que Trump sait ce qu'il fait, sait où il va. C'est un personnage assez détestable, franchement grossier et vulgaire, mais il y a une ligne particulière et on sait très bien qu'il se passe des choses dans le monde qui vont au-delà de ce qu'on retient de l'écume des jours et des choses. Trump, c'est pas seulement ses provocations à l'endroit de la Corée du Nord, c'est assez probablement le rapprochement d'Israël aujourd'hui avec l'Arabie saoudite, ce qui est une occasion de jouer la question sunnite contre chiite et de permettre des règlements de ce côté-là du globe, c'est-à-dire Israël, la Palestine, mais également le Hezbollah au Liban, etc. En fait, c'est beaucoup plus intelligent que ce qu'on veut bien dire parce que ces gens-là font de la politique. Nous ne faisons plus de politique, on fait juste du business avec cette Europe et on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas si on veut que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. On ne sait pas si on peut s'arranger, s'associer, puisqu'on a décidé que tous ces gens-là étaient des grands méchants. Poutine est un grand méchant, il n'aime pas les homosexuels. Erdogan est un grand méchant parce qu'il a l'audace de croire que la Libye pourrait lui appartenir, alors qu'en fait, il n'a pas compris que ça appartenait à Bernard-Henri Lévy, à Sarkozy, à tous ceux qui ont justifié la destruction de la Libye, et on se dit, mais si on pouvait faire un peu de politique aujourd'hui, on aurait en face de nous des gens qui font aussi de la politique, et si on avait des chefs de l'État qui connaissent l'histoire, eh bien, on aurait des gens qui seraient en passe de répondre au désir impérialiste de cela, car il est bien évident que Poutine veut recréer un empire perdu, que cet empire perdu passe par la restitution d'une dignité au peuple russe, mais également au peuple slave. Quand nous avons été honteux, nous, l'Occident, au moment de la chute du mur de Berlin, puis de la disparition de l'Union soviétique, en allant envoyer les banquiers du FMI en disant « rachetez-moi toutes ces usines-là » et on avait la possibilité de dire à des gens « c'est vous le patron de l'entreprise, oui, donnez-moi un rouble, voilà, et on prend un rouble, et bien maintenant vous êtes le propriétaire de cette usine ». Alors que précédemment, ces gens-là étaient les gens du Politburo ou du Soviet suprême ou les apparatchiks du Parti communiste. Et on a fabriqué une mafia et on a détruit la Russie et la dignité du peuple russe. On avait peur précédemment de l'armée russe et puis d'un seul coup, Poutine est arrivé en disant « moi je vais vous restaurer votre dignité ». Et il y a eu chez lui le désir de résoudre le vieux problème russe des slavophiles et des occidentalistes, c'est-à-dire de cette idée que la vérité de la Russie serait du côté slave, ou la vérité de la Russie serait du côté occidentaliste, du côté de l'Occident. Bien évidemment que Lénine a répondu du côté de l'Occident, puisque en devenant marxiste-léniniste en l'occurrence, la Russie avait fait le choix de l'Ouest contre la spécificité de l'Est. Et quand Poutine a fait des propositions à l'Europe, on lui a dit « vous êtes trop petit, mon ami ». Vous n'êtes plus rien du tout, on vous méprise souverainement. Eh bien, Poutine a dit on va se donner les moyens de restaurer une dignité au peuple russe, à ce peuple qui a été méprisé, oublié, négligé et maltraité. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un projet politique. Et tout ce qui se passe avec l'Ukraine, par exemple, s'explique parce que l'OTAN avance du côté de l'Est, et que la Russie dit vous n'avancerez pas plus vite que ça, c'est une guerre froide qui se continue malgré la fin de l'Empire soviétique, parce que Poutine dit non, les États-Unis ne vont pas dominer la totalité de l'Europe, il y aura au moins une réponse slavophile. Il y a une réponse également
non pas kémaliste. On sait bien que la Turquie a cessé d'être kémaliste avec Erdogan et qu'elle est même devenue contre-kémaliste ou anti-kémaliste parce qu'effectivement, Atatürk souhaitait une Turquie occidentalisée, donc sinon laïque, du moins sûrement pas musulmane, et on est passé très exactement à l'inverse. Il y a eu un empire ottoman, de la même manière qu'il y a eu un empire soviétique, et effectivement, Erdogan aujourd'hui veut restaurer cet empire ottoman et avance ses pions un petit peu partout. Un petit peu partout sur la planète, c'est-à-dire dans tous les coins du monde, il est là. Et surtout dans tous les coins de la Méditerranée. Il aurait fallu, au moment où tous les européistes, moi je me suis retrouvé sur un plateau de Franz-Olivier Gisbert en présence de Rocard, il aurait fallu à cette époque-là dire qu'on ne voulait pas de la Turquie dans cette Europe, sauf à vouloir réduire l'Europe à un immense marché. À ce moment-là, ce n'était pas problématique, on pouvait faire rentrer en Europe le Maroc aussi bien qu'Israël, ou le Venezuela tout aussi bien que le Groenland, mais on aurait très bien pu dire à ce moment-là, non, on fabrique une Europe civilisationnelle et on va demander à la Turquie qu'elle joue un rôle majeur dans une espèce de fédération de l'islam méditerranéen. On aurait pu avoir une relation tout à fait particulière avec la Turquie qui aurait permis de ne pas humilier ce peuple qui a le sens de l'honneur en lui disant nous pourrions avoir une autre répartition des rôles. Il n'est pas question que vous entriez en Europe. Les européistes estimaient qu'en laissant entrer la Turquie dans l'Europe, l'Europe aurait européanisé la Turquie, alors que je pense que la Turquie aurait islamisé l'Europe, pour des raisons démographiques beaucoup plus imaginables, c'est tout simple. Et effectivement, cette incapacité à fabriquer une Europe digne de ce nom, à fabriquer une relation particulière avec la Turquie en disant à cette Turquie, puisque vous avez une tradition occidentale, une tradition kémaliste, eh bien, travaillons ensemble à constituer une espèce d'union des pays musulmans, au moins autour de la Méditerranée, même s'il y a une difficulté évidemment il y a une irréductibilité entre l'islam turc et puis l'islam maghrébin par exemple, mais c'était tout à fait pensable de façon à ce qu'on puisse envisager également une nouvelle relation entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on aurait pu disposer au moins d'un projet de civilisation sur les blocs qu'aurait pu être une Europe digne de ce nom, une Turquie qui aurait servi de point de jonction, de point de passage, je dirais, et un monde aussi bien maghrébin que musulman, et qui aurait pu entretenir un rapport tout à fait particulier avec ce nord de l'Europe. On aurait probablement évité du terrorisme, de la violence, de l'islamisation, la possibilité de monter les communautés les unes contre les autres. Chacun aurait pu trouver sa place, sa dignité. On aurait pu éviter de siphonner, de ponctionner tous ces pays d'Afrique, tous ces pays du Maghreb et tous ces pays d'Afrique qui perdent leur talent, qui perdent leurs médecins potentiels, leurs architectes potentiels, leurs enseignants potentiels, pour faire de telle sorte que ces gens deviennent des balayeurs ou des gens qui vendent de la drogue ou qui vivent sous les piliers, sous les ponts des autoroutes. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on ait à offrir de mieux à des gens qui ont risqué leur vie et qui ont traversé la Méditerranée au risque de leur vie, parce que la France c'est autre chose que ça, l'Europe c'est autre chose que ça. Je pense que l'incapacité à répondre historiquement à ce que d'autres font actuellement, toujours sur le terrain de l'histoire, montre que l'Europe est décadente, et que dans une Europe décadente, Erdogan a bien compris qu'il avait des pièces à avancer. Par exemple, le fait que la mosquée soit devenue, que ce qui était une église soit redevenu une mosquée est un signe fort. Tout le monde évidemment estimait que c'était anormal. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait, le souverainiste que je suis dit, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait dire à Erdogan que ce monument appartient à tout le monde, qu'il est international et que finalement il faut en faire un grand musée. Si Erdogan a envie d'être maître chez lui, il a bien raison. Et s'il a envie de restaurer la mosquée pour qu'elle redevienne une mosquée et un lieu de culte, il a bien raison parce qu'il est chez lui et que le souverainisme c'est ça. Nous sommes incapables, nous, d'être souverains et souverainistes. Nous sommes incapables de disposer d'une politique d'empire, je dirais, alors qu'il y a des gens qui, eux, jouent la carte impériale et impérialiste. La Russie joue la carte impérialiste. La Turquie joue une carte impérialiste et la France n'est même pas capable de jouer une carte européenne. Donc en ce sens, si vraiment j'avais des choses à redire à tel ou tel, je n'aurais rien à redire à Erdogan qui fait son boulot, je n'aurais rien à redire à Poutine qui fait son boulot, mais j'aurais à redire à Macron qui ne fait pas le sien.